Aujourd'hui, je suis avec ma maman et on va parler d'elle et on va surtout parler du métier qu'elle a eu, qui est quand même un peu particulier, et de comment tu l'as vécu en mode tranquille. On va en parler de tout ça, mais c'est pas un métier si tranquille que ça. Pas du tout même. Alors maman, ton métier, je vais le dire tout de suite, tu vas le dire. Oui, c'est infirmière en psychiatrie. Et ça, bon, j'ai souvent vu quand je parlais avec des copains, des copines à l'école, etc. C'est un métier qui suscitait des réactions, mais déjà c'est un métier qu'on connaît pas, qu'on connaît mal souvent, pas forcément du bon côté d'ailleurs, parce que en fait on connaît parfois plus la psychiatrie en tant que malade qu'en tant qu'infirmier, évidemment. Parfois on connaît les deux, mais c'est un métier qui suscite beaucoup de peur et qui en plus, bah, de la façon dont tu l'as vécu, j'ai peut-être envie de commencer par là, n'existe plus. Parce que toi, tu as eu une formation quand même très spécifique. Oui, mon diplôme n'existe plus depuis, je ne sais même plus quand d'ailleurs. Moi, je me souviens des Je manifestations, crois que c'est j'étais depuis petite. 1989, mais ça il faudrait vérifier. Moi j'ai été diplômée en 1984 après 3 ans de formation. C'était un diplôme très particulier puisque ce n'était pas un DE, c'était un diplôme qui se faisait à part et pour lequel il y avait le même temps de formation, mais avec un contenu quand même un peu différent, puisqu'on apprenait tout ce qu'apprenaient les DE, on apprenait à faire les soins techniques, infirmiers, ainsi de suite. Mais notre diplôme nous a donné le droit d'exercer qu'en psychiatrie qu'auprès des malades mentaux, donc ça quand même c'est un peu particulier. Mais en revanche, on avait un programme très très complet de psychologie, sur les de psychopathologie, enfin voilà, que n'avaient pas les DE. Alors, quand tu dis DE, je vais quand même le dire, c'est-à-dire diplôme d'État. Oui, C'est le absolument. diplôme actuel. Aujourd'hui, Voilà. bah, par exemple, quand tu as besoin de soins à domicile, on te prescrit une IDE, c'est-à-dire infirmière diplômée d'État. Tout à fait. Mais toi, tu n'as pas ce diplôme, quoi. Et ça, d'ailleurs, il y a eu Absolument. des luttes sociales à ce moment-là, c'est-à-dire que ton Oui. diplôme a été dévalorisé. Il y a eu beaucoup de luttes parce que ce que nous voulions d'abord, c'est que cette formation qui était excellente continue à exister. Mais alors qu'elle a tout simplement disparu et que maintenant travaillent en psychiatrie des gens qui ont un DE, donc comme vient d'expliquer Azélie, mais plus aucune formation ni en psychologie sur l'homme normal, on va dire, si on peut dire que ça veut dire quelque chose, et encore moins sur la psychopathologie. Donc sur les maladies mentales. Et donc sur les maladies mentales. Donc ils arrivent comme ça à l'hôpital psychiatrique pour X ou Y raison, mais ils n'y sont pas formés. Voilà. Et bon, j'ai pas forcément envie de rentrer d'emblée dans les problèmes que toi tu diagnostiques, que peut-être d'autres ne diagnostiqueraient pas. Je vais pas te mentir, hein, la psychiatrie, c'est un sujet qui est super polémique actuellement. Tu sais bien que la psychanalyse, notamment, est particulièrement dévalorisée. L'institution psychiatrique elle-même est questionnée pas mal par les militants et les militantes en ce moment. Mais en fait, elle était déjà, et ta formation et ton parcours d'infirmière en psychiatrie ont été pas du tout, j'allais dire aveugle, mais ignorant de ces questions. Au contraire, parce que toi, tu as connu ce qu'on a appelé l'antipsychiatrie. Oui, oui, oui. En fait, moi, dans ma formation, on n'était pas sur une seule école. Donc, on a eu des approches sur beaucoup d'écoles et c'était très riche. Voilà. C'est-à-dire que tu as eu des approches de psychologie, de psychanalyse, même de différentes Oui, écoles de psychanalyse et de psychologie. oui, tout à fait. Moi, je suis nulle dans ces domaines. Hein, De mais, psychothérapie institutionnelle ou voilà. et des stages Oui, voilà, tout à fait. en institution et avec différents types d'institutions, parce que là aussi, quand on Oui. parle d'hôpital psychiatrique, on imagine facilement vol au-dessus d'un nid de coucou, ce qui est quand même pas une réalité actuelle. La caricature, on va Voilà, ce qui dire. est la Voilà. caricature Oui. absolue. Non, mais je pense qu'on peut partir de la caricature Ben oui. pour dire, parce Oui, que oui, absolument. toi, tu as connu plein de choses super différentes, alors que tu as fait toute ta carrière et même tes études au sein du même hôpital. Oui. Voilà, on va pas nommer l'hôpital parce que c'est pas le but de nommer les hôpitaux, puis avec des choses positives et négatives avec cet hôpital, mais qui auraient pu se passer ailleurs. Mais ce qu'on imagine, c'est soit vol au-dessus d'un nid de coucou, soit les unités de malades dangereux, etc. Alors que... Ce qui fait choc ou sensation, quoi, voilà. Ouais, le fait divers. Oui. Ouais. Et le fait divers, il peut exister dans le métier. Oui, oui, absolument. On le croise. Voilà. Mais c'est la minorité des cas quand même. La plupart du temps, quand même, on est plus dans la souffrance humaine. Voilà.
et avec des choses super particulières. Peut-être que tu veux expliquer comment tu es devenue infirmière et infirmière psy, parce que en fait, toi, tu as fait des lettres au départ. Oui, Non, mais ça va te raccrocher à l'émission, enfin à la chaîne, même oui, si oui. en fait, on fait ce qu'on veut. Mais au départ, tu as fait des lettres, tu te retrouves infirmière psy. Je trouve qu'il y a et pas de lien, apparemment, et en fait, beaucoup de liens aussi, Ben oui. peut-être. Alors c'était tout à fait par hasard, j'étais absolument pas motivée par ce métier que je ne connaissais pas. Je m'étais jamais posé de questions réellement sur les hôpitaux psychiatriques. J'étais un peu sensibilisée quand même déjà à la psychologie. Je me rappelle avoir eu des affiches dans ma petite chambre de CTU avec des malades mentaux qui avaient été libérés, hein. Enfin, au moment où en Italie, tous les hôpitaux psychiatriques ont fermé, enfin bon, des choses comme ça. Il y avait pour moi une expression quand même, quelque chose qui se passait avec la psychiatrie, mais je n'avais pas cherché plus loin. Bon, un jour, j'ai su qu'il y avait ce concours. D'ailleurs, c'est même mon frère qui m'a inscrite pour passer ce concours d'infirmière en psychiatrie dans l'hôpital où j'ai exercé par la suite. Et puis, bon, je ne savais pas trop si j'allais le faire ou pas le faire. Mais comme j'étais en lettres depuis 3 ans et que je ne savais pas trop non plus ce que j'allais pouvoir faire avec mes études de lettres, je me suis dit, bah, tiens, je vais au moins y aller par curiosité pour passer un oral. Puisqu'à l'époque, pour les bacheliers, on ne passait qu'un oral. Donc, Ça a bien changé, parce que le concours, il est super dur maintenant. oui, oui, mais il était Mais tout dur. a changé. À l'époque, il y a eu des périodes où il y avait des tests psychotechniques, ça m'a été épargné. Et il y avait un écrit pour les non-bacheliers, ça leur était accessible. Mais l'oral était difficile. Alors l'oral, non, il n'était pas difficile, il durait un quart d'heure, enfin, Non, mais une ça, c'est. demi-heure. Tu vois, j'ai eu une audition, une seule cette année, tu le sais bien, je vais pas dire donner les détails parce que je les donne pas ici, mais Ouais. c'était que 10 minutes, mais je peux te dire que c'était difficile, quoi. Alors ce qui était difficile, pas c'est qu'il y possible. avait 15 places et puis, Ouais. je sais pas, C'est le taux de entre pression. qu'on appelle. 350 candidats. Ouais, Voilà. ça, c'est Donc, difficile. il y avait très peu de places. Moi, j'y suis allée très libérée puisque j'avais pas d'angoisse, puisque j'y allais par curiosité. Ça a dû beaucoup m'aider parce que voilà, du coup, j'étais pas stressée, c'est mieux passé. Et donc, cet oral, c'était plus un entretien pour essayer de cerner un peu ma personnalité, enfin, voir mes réactions, enfin, en essayant de me piéger par plusieurs questions de personnes un peu en même temps, enfin, des choses comme ça. C'était pas réellement pour tester ma culture, voilà, c'était pas ça. Et puis à un moment, on m'a posé une question, c'est quelle est à votre avis la meilleure qualité d'un infirmier en psychiatrie? Alors je ne m'étais jamais posé cette question puisque je connaissais donc à peine ce métier, hein, je n'avais pas du tout Et t'en avais jamais cherché à croisé. élaborer dessus. J'en avais croisé un, vaguement, le père d'un ami, voilà, une fois. Et puis, je sais pas pourquoi, il y a quelque chose qui m'a jailli, et puis j'ai dit, c'est savoir se donner tout en sachant se conserver. Cette phrase, je ne l'ai jamais oubliée, et je pense que je pourrais, aujourd'hui, après 37 ans de pratique, c'est encore celle que je redirais pour, si on me demandait quelles sont les meilleures qualités pour exercer ce métier. Voilà, parce que c'est important, on se donne beaucoup, 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 il n'y a pas de limite à ce qu'on donne de soi, et c'est vraiment important aussi de savoir se conserver, parce que ça peut être très destructeur. Voilà. Alors cette phrase, ça a plu. Les 8 ou 10 qui avaient en face de moi, ils sont tous mis à rire. Et puis quand j'ai quitté l'entretien, je ne savais pas si j'allais être prise, mais je savais que j'avais plu. Voilà. Et c'est seulement à ce moment-là que je me suis posé la question. Et puis après, finalement, quand j'ai été reçue, j'y suis allée. Voilà comment ça s'est passé. Non, mais c'est une belle histoire. Moi, je suis contente que tu la racontes parce que c'est une histoire qui est un peu mythique dans notre histoire familiale. Tu l'as racontée régulièrement, Oui, mais parce qu'elle dit beaucoup de ça choses. a vraiment commencé comme ça. Et je te dirais qu'elle dit beaucoup de choses sur beaucoup de choses au-delà du métier d'infirmière psy, mais ça, c'est une autre question. Oui. Après, savoir se donner tout en sachant se conserver, c'est vrai pour beaucoup de métiers. On peut le trouver dans l'enseignement, mais je pense qu'on a quand même un rapport très différent à nos étudiants, étudiantes, élèves. C'est quand même pas la même chose, quoi. Parce que on est dans des situations qui sont considérées, et je vais mettre des guillemets partout, mais comme normales, ou en tout cas la souffrance n'a pas de place. Et c'est un problème. Parce qu'en fait, la souffrance, elle se trouve dans l'enseignement, elle peut même être générée, tu vois, par l'enseignement. Parce que l'enseignement, ça mène de la violence symbolique, par exemple, tu vois, et ça, c'est pas toujours facile, selon ce que tu enseignes, etc. Et puis, il y a des moments où les cours se passent pas comme ils devraient, enfin, il y a plein de choses qui peuvent se passer dans un cours. Mais voilà, la psychiatrie institutionnelle, elle gère la souffrance de façon institutionnelle. Et elle peut en générer, et elle peut quand même aussi aider à
à pas mal de choses. Moi, je pense qu'elle peut vraiment aider beaucoup de monde. Je ne pense pas qu'elle aide tout le monde. Il faut peut-être préciser. Hein. Donc voilà, en institution, ça veut dire en hôpital. Ça peut être des hôpitaux de jour, des hôpitaux où on va être à temps complet pour une période plus ou moins longue, et parfois de façon très longue. Les modes de prise en charge sont très très complexes. Oui. Parce que peut-être qu'il faut dire ça, comment on rentre en hôpital psychiatrique, pourquoi il y a des hôpitaux psychiatriques, à quoi ils servent, enfin qu'est-ce que toi t'en retires ? Alors il y a des hôpitaux psychiatriques, il y a une loi, alors c'est déjà un peu loin mon métier, j'y pense plus beaucoup, mais je crois parce que c'est tu es à la retraite. 1938 ou 48, qui a imposé qu'il y ait au minimum un hôpital psychiatrique par département. Après, ce qui fonctionne, c'est la loi du secteur géographique. Ça, c'est comme la carte scolaire, tu vois. Voilà. Et ça, c'est très, très pour français. Savoir dans quel service on va aller ou dans quel hôpital. Voilà. Donc, il y a ça, il y a la loi du secteur, il y a ce qu'on appelle aussi le libre choix. Quelqu'un peut demander à aller quelque part et le médecin peut l'accepter. Voilà, c'est aussi possible. Et puis après, il y a parfois des endroits, des hôpitaux, des services où on fait des choses plus particulières. Donc ça peut être assez proche du libre choix aussi. Donc ciblé en fonction de l'âge, des pathologies diagnostiquées. Après, il y a plusieurs façons d'être pris en charge en psychiatrie. Ça peut être simplement des consultations, ça peut être des visites à domicile, ça peut être des hospitalisations en temps complet. Voilà. Pour l'âge, bien sûr aussi, il y a des services de gérontopsychiatrie, il y a des services de pédopsychiatrie, enfin voilà. Et puis après, il y a les services d'adultes. Et puis il y a des endroits qui vont être fermés, voire très fermés, voilà. Comme les unités pour malades dangereux, où là, il y en a beaucoup moins, mais ça, c'est plutôt pas la norme de l'hôpital psychiatrique, c'est quand même... Alors, ça, on en parle beaucoup, des endroits fermés, des UMD, mais il n'y en a que 4 en France. Voilà, il n'y en a pas tant que ça. Où on retrouve les malades reconnus comme dangereux, qui sont déjà passés à l'acte gravement, voilà. Ce qui n'empêche qu'on peut en avoir quand même dans les hôpitaux de ces patients-là. Enfin, on les a quand même dans les autres hôpitaux parce que de toute façon, les places sont limitées en UMD. Et qu'il faut aussi que des fois, certaines choses soient déjà faites. On ne peut pas mettre préventivement quelqu'un en UMD s'il n'est pas passé à l'acte. Même si on lui connaît une grande dangerosité, s'il n'a encore rien fait, on ne peut pas l'y mettre. Ce qui est une question de justice hyper importante et qui pose d'énormes problèmes. Et moi, là, pour le moment, je n'ai pas de solution. Donc, mais je pense qu'il faudrait quand même il faudrait déjà qu'il y ait plus de monde sur le pont, j'ai envie de dire, du côté au moins de la justice. Mais par exemple, je vais donner un cas typique au niveau de la stat, hein, mais une femme qui va être harcelée par exemple par son ex-conjoint pendant des mois, le harcèlement lui-même va pas tellement, les menaces ne vont pas suffire, il faut un passage à l'acte. Oui, et ça c'est un énorme problème de sécurité des personnes. Et en même temps, c'est un énorme problème d'enfermer les gens ou de condamner les gens. Absolument. Sans raison, enfin, ou sur une présupposition, parce que sinon on est dans Minority Report. Ben oui, on ne peut pas non plus. Oui, c'est vraiment compliqué. Et là, je pense qu'avec déjà plus de personnel qui prennent en charge, il y a des choses qui peuvent être faites. Par exemple, peut-être que les menaces peuvent passer en harcèlement au niveau de la justice, et dans ce cas-là, il pourrait y avoir des choses de faites. Mais la lenteur de la justice n'aide pas. Mais on est vraiment, enfin, je trouve qu'on est vraiment sur des choses qui ne sont pas insolubles, mais qui, pour le moment, dans notre société actuelle, n'ont pas de solution. Et le problème qui se rajoute en psychiatrie, c'est qu'il y a de moins en moins de places. Les lits n'arrêtent pas de diminuer, il y a de moins en moins de places pour hospitaliser les gens. Or, la file active, ce qu'on appelle les actes faits sur l'année, ne font que monter. Enfin, moi, j'exerce, je n'y suis plus depuis 3 ans, mais... au moins les 20 dernières années, tous les ans, il y avait quelques pourcentages en plus, enfin quelques pourcentages, 5, 8, 10% de files actives en plus, donc des gros pourcentages, et puis des lits qui diminuent. Je suis rentrée dans une structure qui devait avoir 1300 lits, et puis à la fin, il y en avait peut-être 500. Alors, c'est bien, parce que c'est aussi... Enfin, c'est bien, je viens de dire que c'était pas bien. Mais ce qu'il ne faut pas oublier... Non, mais c'est que c'est compliqué, ces questions. Voilà, ce qu'il ne faut pas oublier quand même, c'est que quand je suis rentrée, j'ai croisé des gens qui étaient en psychiatrie, qui avaient passé leur vie. Parce que à l'époque, moi j'y suis rentrée en 81, c'est le moment où on a commencé un peu à vider les hôpitaux psychiatriques et il fallait faire beaucoup de choses quand même. J'ai croisé des personnes qu'on a mis en maison de retraite et qui étaient rentrées à 18 ans, où voilà, il y avait eu un souci, on les avait mises et puis après on n'en sortait plus. Ça c'est fini et heureusement. Ça c'est un peu le modèle du grand enfermement que décrit Foucault. Oui. Voilà. C'était comme ça. On met les indésirables, la psychiatrie, les hors elle a été normes, comme ça.
Oui. voilà, en institution, comme ça ils sont pas Oui, dans la oui. société, et Oui. ils y restent toute leur vie. Et ils sont Oui. enfermés. Alors après, je pense que malgré tout, il ne faut pas non plus extrapoler à croire que tous les gens qui ont été hospitalisés avant les années 80 y ont passé leur vie. C'est pas forcément tous quand même. Mais il y avait beaucoup de psychotiques chroniques bien stabilisés qui auraient pu avoir une vie à l'extérieur avec éventuellement un étayage et qui étaient tout le temps. Et qu'on a placé en maison de retraite parce que le courant allait vers ça. Et ils auraient eu 10 ans de moins dans leur histoire, ils y auraient fini leur jour, quoi, voilà. Ouais. Donc ça, toi tu as vu donc la transformation d'un modèle, Oui, et donc vers, ou qui a accompagné ce qui s'est appelé l'antipsychiatrie. oui, alors, l'antipsychiatrie, en France, dans les hôpitaux psychiatriques, on ne peut pas dire qu'on pratiquait l'antipsychiatrie, mais Ça serait l'antipsychiatrie, exagéré. voilà, puisqu'on était quand même en psychiatrie. Mais il y a eu tout un courant de pensée, de réflexion. Enfin, moi, j'ai travaillé dans les débuts de ma carrière, pendant quand même au moins une vingtaine d'années, dans des équipes pluridisciplinaires par les fonctions et aussi par les formations et les sensibilités. Et où ce qui se pratiquait, enfin, c'était la parole, l'échange, l'analyse, réfléchir ensemble, voilà. J'ai jamais travaillé dans un service qui n'était porté que par un courant de pensée. On baignait dans tous les courants qu'il pouvait y avoir. Voilà. Même quand on parle de psychanalyse, on a baigné dedans, on a joué sur les mots, enfin, on a fait des choses, mais on est loin d'avoir été porté que par la psychanalyse. De toute façon, en psychiatrie, on ne pratique pas des analyses. Enfin, voilà. Oui, c'est encore autre chose. C'est encore autre chose. Mais on peut utiliser en fait tel ou tel outil. Absolument, y compris le comportementalisme, puisque maintenant il y a vraiment un gros clivage Ouais. entre tout. Mais toi, ce clivage, en fait, en pratique, tu l'avais pas tellement vu, quoi. Non, pendant au moins les 20 premières années, 25, 30, je ne sais pas. Mais tu as été dans des services généraux aussi, donc ça explique peut-être. J'ai été en gérontopsychiatrie, je suis passée un peu en pédopsychiatrie. Et en pédopsychiatrie, c'était très intéressant. Il y avait très régulièrement des moments où il y avait la lecture d'un texte théorique sur des courants très divers et où toute l'équipe les écoutait, en discutait ensuite. Ce que je veux dire, c'est que les gens ne se reposaient pas sur leurs acquis. Ils étaient en permanence en train d'essayer de s'alimenter et de réfléchir à leurs pratiques et un peu les élaborer mieux. Voilà ce que j'ai connu. Ouais. Et puis ça, quand c'est un mouvement collectif, bah, ça te porte, quoi. Oui, ça porte beaucoup. Et ça, des Alors moments, en pédopsychiatrie, les gens avaient plus de temps quand même dans leur mode de fonctionnement parce qu'ils accueillaient les enfants que sur des plages horaires, c'était des hôpitaux de jour, et ils se gardaient des temps sans enfants. Donc ils avaient plus de temps pour ce genre de choses que dans la psychiatrie qu'on pratiquait classiquement en unité. Mais même là, suivant les unités, suivant les chefs de service, suivant si l'unité était menée par un professeur ou simplement un psychiatre, ce n'était pas les mêmes moyens. C'est non, très mais la compliqué. hiérarchie, ça change plein de Dans choses. le même hôpital, il y a beaucoup de choses qui changent. Enfin, un professeur, il y en a deux dans l'hôpital où j'étais. Ça fonctionnait avec l'université aussi. Donc ça veut dire qu'il y avait des internes, des externes, une autre façon de faire, de pratiquer, beaucoup plus de monde, voilà. Oui, Et pour le coup, ils avaient aussi plus d'infirmiers. Et souvent, les patients étaient sélectionnés selon des pathologies également. Ouais. Ces pathologies, alors je sais pas, bon, on parle du DSM, mais c'était pas ces pathologies-là. Alors, de le DSM, moi je l'ai vu apparaître, hein, on s'en servait absolument pas du tout. Et puis après, il y a eu DSM 3, 4, je sais pas comment. Je crois qu'on en est au 5 5e. ou 7, enfin je sais pas, voilà. Voilà, donc ça, ce sont Ça les. a complètement changé la donne, hein, parce que dans le DSM, c'est plus pareil. On coche des cases et puis ça vous donne, c'est un peu comme les tests dans les revues. Non, j'exagère, je caricaturise, mais enfin, moi je ne l'ai pas vu pratiquer, parce que de toute façon, ça c'est pas dans les unités où j'étais. Le DSM, c'est très bien calibré pour les assureurs, en fait. Parce que Oui. ça vient du modèle états-unien où il faut avoir des assurances privées. Il y a des cases à cocher et ça aboutit sur des syndromes, mais du coup, depuis qu'il existe, il y a beaucoup de nouveaux syndromes aussi qui sont apparus. Par exemple, ça a commencé avec les enfants hyperactifs, ainsi de suite. Voilà, donc les tableaux cliniques devaient déjà exister, et ainsi de suite, mais il n'y avait pas de Ritaline et il n'y avait pas de nom donné au syndrome, et c'était différent. Mais parce que peut-être finalement qu'il y a une forme de psychiatrisation plus large. Ah mais oui, parce que avec les DSM, maintenant, on prend n'importe quel individu, on va pouvoir lui trouver des syndromes.
et avec le Et modèle, des traitements. le modèle qui différencie la névrose de la psychose. En fait plutôt, j'ai plutôt envie de dire, Ça fonctionne plus en névrose psychose. oui, ça fonctionne c'était plus. nous autrefois. Ça c'était vous, mais ouais, c'est des choses que tu m'avais expliquées, mais et donc que je connais par toi. Mais bon, ça permet de dire que tout le monde a un problème, mais pas forcément le même. Et finalement, vous, les gens qui sont accueillis à l'hôpital, dans l'institution, c'est normalement, toute logique, en statistique, etc., des gens qui, soit de façon assez longue, soit de façon temporaire, ne peuvent plus avoir une vie sociale, j'ai pas envie de dire normale, mais satisfaisante. Ça me paraît bien, satisfaisante, voilà. ou sans souffrance. Voilà. Et le DSM, il s'applique pas forcément qu'aux institutions. Il s'applique aussi pour donner, Alors, pour je ne l'ai médiquer, pas pratiqué, la mais psycho. oui, ça peut être beaucoup plus large, oui. Donc, toi, tu as été formé, en fait, parce qu'on ne l'a pas dit, mais tu as été salarié pendant tes études de l'hôpital qui t'a embauché ensuite. Oui, oui. Et donc, tu as été directement formé pour travailler en institution. Et donc, Oui, ça change ton regard par rapport à une psychologue libérale, par exemple. Ah ben oui, puis avec un engagement de servir, c'était un réel engagement. On me formait pendant 3 ans, mais je devais rendre 5 ans, ce qui n'était pas rien quand même. Ouais, donc c'est... Puisque sur les 15 à avoir été reçus, on nous a proposé à tous de travailler l'été. On n'a été que 3 acceptés. Moi, j'ai préféré sacrifier mes dernières vacances. Mais sachant que je m'engageais pour éventuellement 8 ans, je trouvais que ça valait le coup quand même. Et sur ces 3-là, il y en a déjà un qui a démissionné, qui est venu le jour de la rentrée pour dire qu'il a démissionné, vu ce qu'il avait vécu dans l'été. Voilà. Ouais. Et toi, tu es resté? Moi, je suis restée, voilà. Je suis restée avec l'idée qu'à 30 ans, je serais bouquiniste. À l'époque, j'en avais 20. Et puis à 30 ans, je n'ai pas été bouquiniste. Voilà. Bon, ça se voit pas quand on voit le décor, mais ça, c'est autre chose. Bouquiniste amatrice, on va dire. Voilà. Aussi, parce qu'on a jamais qu'une vie, et ça, là, on parle de cette facette-là de ta vie, quoi. Mais, voilà, donc ça, et en fait, il y a un truc que tu n'as pas dit, mais qui a quand même été super important, c'est que tu as quand même été très souvent en pavillon généraliste, et souvent en pavillon ouvert, souvent en pavillon d'admission, mais pas tellement en pavillon spécialisé par pathologie, et peu en pavillon fermé. Je sais pas si déjà tu peux expliquer ce que c'est pavillon fermé, pavillon ouvert, parce que... Alors c'est compliqué, parce qu'au début, quand je suis rentrée, tous les pavillons étaient fermés. Donc on avait les trousseaux de clés, et on n'arrêtait pas d'ouvrir les portes. Donc ça veut dire que les gens sont enfermés, ils ne peuvent pas sortir. Oui, enfin, alors ça veut pas... Alors, oui. Non mais tu vois, c'est pour ça que tu vois le... Et ça veut dire que matériellement, ils ne peuvent pas sortir seuls, mais ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas le droit de sortir. Donc ils ont l'autorisation médicale de sortir, on leur ouvre la porte, bien sûr, voilà. Mais ça permet de ne pas l'ouvrir à ceux qui n'ont pas le droit. Mais ça permet aussi que ne rentrent pas ceux qui n'ont pas le droit d'entrer, parce que ça aussi, ça peut être un problème. Ok. Non, mais tu vois, moi, quand j'entends pavillon fermé, pavillon ouvert, il faut l'expliquer, quoi. Ça veut dire quoi concrètement ? À l'époque, les pavillons étaient fermés et on a été... je ne me souviens plus des années. C'est pas grave. J'aurais préparé, j'aurais cherché un peu d'années, mais j'ai été dans le premier pavillon qui s'est ouvert sur l'unité, enfin sur l'hôpital plutôt. Et ça a été une incroyable façon de travailler. Ça a été vraiment le temps fort de ma carrière, je vais dire. Après avoir réfléchi une dizaine d'années. Donc tu as été dans une équipe qui crée un nouveau pavillon. Voilà, une nouvelle unité s'est formée et, avec un médecin. Et ce médecin a décidé que le pavillon serait ouvert. On était tous un peu inquiets quand même. Enfin, dans l'interrogation en tout cas, puisqu'on n'avait jamais connu ça. On s'est dit, mais tout le monde va s'enfuir. Enfin bon... Il faudra qu'on reparle de comment on va en psychiatrie parce qu'on n'a pas fini. On le fera. C'est important par rapport à tout le monde va s'enfuir. Parce que les conséquences ne sont pas les mêmes. Ouais, mais tu peux dire maintenant d'ailleurs si tu veux. Ben après, je vais plus savoir où j'en suis. Parce c'est qu'on peut aller en psychiatrie de 3 façons. On y va de soi-même, ce qu'on appelle un placement libre, un service libre, voilà. On peut y aller à la demande d'un tiers, qui est souvent quelqu'un de la famille. Ça pourrait être une assistante sociale. Enfin, voilà, on appelait ça HDT, c'est passé à SPDT. Et puis après, on peut y aller en ce qu'on appelait autrefois HO, placement d'office. Oui, que moi, quand j'étais petite, je croyais que c'était chaud, parce que les gens étaient chauds, mais j'avais pas compris. Voilà. Mais ça, c'est une imagination d'enfant. C'est SPDRE, ce sont des déplacements qui sont faits sur la requête d'autorité, c'est-à-dire de la police, d'un maire, voilà. Et alors là, ces gens, il ne faut vraiment pas qu'ils partent. Voilà. Donc c'est compliqué les histoires de fermeture, ouverture, sortie, parce qu'on peut être en service libre
et ne pas avoir le droit de sortie parce que ça va être une consigne médicale, ça peut être une consigne, j'ai pas envie de dire juridique ou judiciaire ou administrative, voilà, qui vient parce que toutes ces demandes de placement après c'est signé par la préfecture, mais c'est contrôlé parce qu'il y a des tas de certificats médicaux qui vont avec. On n'interne pas les gens comme ça, quoi. Il y a vraiment beaucoup de procédures, il y a au moins 2 certificats médicaux, il y en a un autre ensuite, il y a un passage devant le juge des libertés en moins de 12 jours, enfin depuis l'admission, donc l'internement arbitraire actuellement tel que ça se pratique en unité en France, je n'y crois pas tellement. Voilà. Je ne l'ai pas rencontré en tout cas. Parce que ça aussi c'est un mythe. Oui, il y a de temps en temps des. Il y a eu des faits divers politiques. Ça peut se pratiquer voilà, très ailleurs. Mais ça a été beaucoup pratiqué, on va dire, jusque dans les années 50. Oui, oui. Mais là, on parle d'une psychiatrie beaucoup plus récente. Telle garantie pour protéger la liberté des individus, ce dont on parlait tout à l'heure, quand on disait aussi qu'on ne peut pas enfermer quelqu'un ou qui n'a pas fait quelque chose. Il peut y avoir des biais qui vont faire qu'on va plus facilement. Dire qu'il faut soigner ou pas quelqu'un parce qu'on sait que la médecine peut avoir des biais, a des biais qui peuvent être racistes, classistes, sexistes, etc. Mais il n'y a pas l'idée d'une machination qui va enfermer telle personne. Ça serait très compliqué. C'est compliqué. Il faut 2 certificats médicaux de 2 médecins différents pour la demande. Après, il y a un certificat 24 heures après d'un autre médecin. Après, il y en a, je ne sais plus, une semaine après. Si je puis dire, il y a des garde-fous. On passe devant le juge des libertés. Le patient a un avocat. Enfin, c'est... Oui, il y a de très très gros garde-fous. Mais c'est... je riais que ce mot de fou. Oui, non, mais c'était une blague de mauvais goût. Oui. Mais et ça, c'est vraiment ma faute. Mais je pense que les gens qui nous écoutent ont l'habitude de mes blagues nulles. Voilà. Bon... On sait très bien qu'avec la justice, etc., il peut toujours avoir des cas qui restent problématiques, même s'il y a toutes ces barrières légales qui sont là pour protéger les gens. Oui, voilà, justement de la détention arbitraire, qui peut être une détention politique ou plein d'autres choses. Voilà. Toi, tu ne l'as pas rencontré, en tout cas. Non, voilà, je ne l'ai pas croisé. Et donc après, c'est pour ça que la question du pavillon ouvert ou fermé va être compliquée, parce que les gens donc, peuvent être là de leur propre gré. Oui. À la demande d'un tiers, à la demande d'autorité, ce qui doit être le plus difficile, en fait, pour arriver. Non, pas le plus difficile à vivre, je voulais dire. Oui. Quand t'as pas envie d'être là et que t'es là... oui, pour la personne. Je voulais bien dire pour la personne. Oui. Mais le plus difficile, c'est souvent la demande d'un tiers. Ouais, que par une autorité. Ouais. Parce que maintenant, en plus... avant, quand il y avait des placements, comme ça, les choses n'étaient pas forcément dites aux patients. Mais maintenant, ils savent. Ils savent qu'ils ont fait ci, ça, il s'est passé ça, que... voilà. Et ça explique leur arrivée dans l'institution. Oui. Et donc, quand tu dis c'est compliqué de dire ouvert ou fermé, parce que tu peux avoir un pavillon ouvert, mais avec des gens qui n'ont pas le droit de sortir. Absolument. Oui. D'un point de vue juridique. Oui. Ou d'un point de vue médical. Ou d'un point de vue médical. Ou les deux. Bien sûr. Et bien sûr, voilà, normalement, ça doit quand même un peu concorder. Le médecin ne va pas donner l'autorisation de sortie à un patient qui ne l'a pas juridiquement, ou administrativement, ça c'est sûr. Mais, et donc dans ce cas-là, c'est quoi un pavillon ouvert? Qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que tu as découvert quand tu as participé à la constitution de cette unité? Alors, ce qui a été absolument fabuleux, c'est que tout notre regard sur les patients s'est complètement transformé. Parce qu'avant, le patient était un peu un objet, finalement, hein, même si on le considérait, on parlait avec lui, enfin, voilà, il y avait beaucoup de choses. Donc, dans une psychiatrie qui restait humaine et plus humaine que vol au-dessus d'un nid de coucou, hein, je rappelle. Oui, beaucoup plus humaine, qui dérivait quand même beaucoup de la psychiatrie un peu humaniste, qui est née de l'après-guerre, avec tout ce qui est lié à ainsi de suite. Et qui est lié notamment au traitement infâme des personnes pendant la guerre et qui sont, c'est le cas notamment de Camille Claudel, elle fait partie des malades connus, mais qui sont notamment morts de faim dans les hôpitaux. Il y a eu des milliers de patients qui sont morts de faim dans les hôpitaux psychiatriques. C'est pour ça qu'à Saint-Alban, Toscoliès avait ouvert la clinique pour qu'ils puissent sortir, aller voir les fermiers, demander un peu de nourriture en échange de travail. Voilà. Et après, il y a eu une autre façon de travailler pour les soigner en psychiatrie et d'aborder la maladie. Donc humaniste, mais pas forcément avec un rapport, j'allais presque dire d'égal à égal, mais c'est peut-être pas non plus ça qu'a mis le pavillon ouvert, mais ça a quand même changé.
tu disais, on vous voyait Alors, comme un objet. on est passé, alors, c'est Ouais. pas qu'on voyait comme un objet. Mais c'est qu'on s'est mis à le voir plutôt comme un ce que je sujet. me suis dit, voilà. J'ai dit objet par opposition à sujet. Voilà. Mais le patient est devenu le sujet, le centre de sa prise en charge. Parce que on lui disait, bon, là, vous voyez, c'est ouvert. Mais vous, vous n'avez pas le droit de sortir parce que vous êtes en placement, parce que vous avez fait ci, vous avez fait ça. Donc, c'est à vous de faire ce qu'il faut pour votre prise en charge. Et puis, si vous sortiez, de toute façon, à un moment ou l'autre, on vous retrouve. Et après, ça serait beaucoup moins bien pour vous, parce qu'on ne pourrait plus vous faire cette confiance. Ouais. Je m'exprime mal, hein, les mots me viennent difficilement, mais c'était une autre façon de prendre en charge. Parce qu'avant, on aurait dit, vous n'avez pas le droit de sortir. Voilà. Ou alors, vous pouvez sortir de 14h à 16h. Mais tandis que là, c'était tout le temps ouvert et c'était sans arrêt un rappel à la consigne médicale souvent. Hein. Il n'y avait pas que administratif. Parce que les placements, il faudra aussi qu'on en reparle. On en avait pas mal. Mais maintenant, il y en a énormément en pourcentage. Il y en a bien, bien plus. Donc, ça a encore changé beaucoup de choses. Voilà. Mais oui, ça a permis à la personne en souffrance de se mettre au centre de sa prise en charge. Voilà. On pouvait lui parler des enjeux, de ce qu'on essayait de faire, de pourquoi, d'expliquer. Enfin. Et ça marche. Enfin, toi, de ce que tu as vu, Oui, ça marche. Alors, il n'y a rien qui marche à 100%, hein, de n'importe quel sujet que l'on parle et de n'importe quelle technique. Mais ça marche, oui, c'est beaucoup plus important. C'est pour un travail ancré en profondeur, pour une prise de conscience. Et donc, pour faire peut-être des soignants et des soignantes, quelle que soit leur fonction hospitalière, mais des accompagnants, oui. Voilà, plus que des dresseurs, j'ai envie de dire. Mais Ah là, je prends des mots qui caricaturent, oui, parce que c'était pas du dressage. Oui, pas du dressage non plus. Voilà. Mais ça a quand plus même que des autorités, permis ça désautoritarise une autre aussi, on peut dire, maturation. Oui. Et ça, moi, ça me paraît un truc vraiment hyper important. Et puis j'ai l'impression, en plus, moi, quand j'étais gamine, je voyais que tu allais faire du char à voile avec tes patients, alors j'étais un peu envieuse. Des trucs comme ça, mais parce que ça avait du sens, ces activités en plein air. Des activités thérapeutiques comme ça, des rencontres sportives. Oui. Et des transitions vers les hôpitaux de jour aussi, pour les gens qui ont encore besoin d'être étayés, comme tu le disais tout à l'heure. Oui. Enfin, donc en fait, avec beaucoup plus de procédés et de prises en charge différentes que ce que l'on peut croire quand on ne connaît pas la psy. Mais ça existe toujours, ces pavillons ouverts ? Alors je ne sais pas, parce que je n'y suis plus. Et je pense que c'est plus difficile. Alors maintenant, il y a beaucoup plus de placements. Ouais, c'est ce que tu Alors je pense qu'il y a plusieurs raisons à ça. Une raison qu'il peut y avoir aussi, c'est qu'il n'y a plus de place. Quelqu'un qui veut aller en psychiatrie de lui-même, sa famille demande, chaque fois qu'il va, il n'y a jamais de lit. Donc finalement, s'il a un placement, il aura un lit. Parce que quand il y a un placement, on trouve un lit. Ouais, on est obligé. On va faire partir quelqu'un qui n'a pas un placement, s'il le faut, mais on trouvera un lit, quoi. Voilà. Ou on fait des hébergements aussi. J'ai vu des hébergements dans d'autres hôpitaux, voire d'autres départements. Ouais, le temps de trouver un lit dans l'hôpital. Mais ça crée la place. Donc ça, si on ne peut plus y rentrer de façon volontaire... Ça peut être un moyen de pression. Je ne peux pas dire si c'est... Non, quelle est l'importance de ça. On va le dire, là, c'est pas de la statistique, tu n'as pas fait d'études, c'est un avis, quoi. Oui, c'est un avis que j'ai. Alors, ce qui se fait maintenant beaucoup, ils font des unités ouvertes, les dernières unités créées, avec un secteur fermé à l'intérieur. Donc ça différencie les patients au sein d'une même unité. Ceux qui sont dans le secteur fermé, ils sont enfermés entre eux dans une partie avec plusieurs chambres, plusieurs pièces, mais qui est fermée à clé. Et le reste est ouvert. Alors que nous avions tout le pavillon, enfin toute l'unité qui était ouverte. Beaucoup de choses. En plus, c'était un grand pavillon. Enfin, je me souviens qu'il y avait des étages, plein de chambres. C'était un pavillon immense. On avait à peu près 1000 mètres carrés. C'était complètement... c'est fou d'ailleurs de travailler dans autant d'espace. Donc c'est très fatigant pour les gens, parce qu'infirmière, c'est un métier ultra physique, même en psychiatrie. Ah oui, absolument. Mais je pense que ça, il faut le dire, c'est un métier qui use le corps. Complètement, oui.
Ça use le corps physiquement parce que on peut tout faire, hein. On fait du nursing, de l'aide à la toilette, enfin, on a un mélange de patients, même si on n'est pas en gérontopsychiatrie. De toute façon, il n'y a pas assez de lits pour toutes les personnes âgées qui peuvent y être. Et puis après, il n'y a pas que les personnes âgées qui peuvent avoir besoin de nursing. Et après, il y a aussi des patients qui peuvent être déficitaires qu'il faut aussi, ou très malades. Donc on a quand même beaucoup de nursing à faire. Beaucoup de surveillance. Donc le nursing, c'est la toilette, oui, aider à manger, des choses comme ça. Non, mais j'explique pour oui. que ce soit... c'est vraiment la nurse, sur le mot nurse en anglais. Voilà. Ça est la distribution des médicaments, c'est... Ça ressemble à quoi une journée d'une infirmière en psychiatrie telle que tu l'as connue? Alors c'est très compliqué. Alors déjà, au départ, on n'avait pas de planning, de tabou avec l'organisation des soins, de planning sur la journée. Et après, ça s'est mis à s'installer. Et puis moi, ce que je disais beaucoup aux jeunes, parce qu'il y avait beaucoup de gens finalement qui pensaient que quand ils avaient fait tout ce qui était écrit, ou ce qu'ils savaient avoir fait dans leur planning, c'est-à-dire le lever, le petit déjeuner, les toilettes, le machin, les accompagnements à des rendez-vous médicaux, enfin je ne sais pas, il peut y avoir 100 000 choses. Non, mais c'est pour donner du concret. Pour eux, tout était fait, quoi. Et moi, je leur disais, non, c'est quand tout ça c'est fait, parce que ça, il faut le faire, et puis c'est comme ça. Et aux horaires dits, c'est là que ça commence, quoi, voilà. Parce que c'est une fois qu'on s'est dégagé de tout ce matériel qu'il faut bien faire, que finalement on va avoir plus de temps pour de la relation, des entretiens, aller vers les personnes, parler. Voilà. Non, mais parce que je vais dire des choses qui vont peut-être être choquantes, mais je sais que tu as joué à la belote avec tes patients, mais tu n'as pas joué à la belote pour gagner à la belote, quoi. Absolument pas. Oui. Ça ne veut pas dire que tu gagnais pas, mais c'était pas le problème. Mais parce que le jeu, il amène des choses. Oui, c'est un médiateur, quoi. Mais alors ça, c'est pareil, jouer à la belote ou des jeux. Oui, la belote, ça m'a marqué qu'on y a beaucoup joué en famille. C'est des choses que j'ai beaucoup faites en début de carrière ou sur la première moitié de ma carrière, et puis plus du tout à la fin, parce que de toute façon, il y avait sans arrêt plus de tâches à faire, plus de patients, des lits qui étaient pleins à 100% ou 110%, parce qu'on peut avoir plus de patients que de lits, parce qu'on nous rajoute des lits supplémentaires, parce qu'on a dans cette fameuse unité ouverte, on avait quand même une seule chambre d'isolement. Mais elle devenait une chambre hôtelière, on va dire, quand il n'y avait plus assez de place, ce qui fait que quand on avait besoin de la chambre d'isolement, on n'en avait pas, on faisait comme on pouvait. Ouais, ça c'est les contraintes. Et donc ça fait que si on a une unité de 25 lits, on peut se retrouver à 28 patients par exemple. Et là où on devrait être 4 infirmiers, on peut se retrouver à 3, voire 2. Donc tu as fait des journées, on va le dire de façon très concrète, entières, sans avoir le temps de manger ni de faire pipi, quoi. Absolument. Non, mais je pense que j'ai souvent travaillé plus que mes 8 heures, en n'ayant parfois pas eu le temps d'aller aux toilettes, et bien souvent n'ayant rien mangé la journée, absolument. Non, mais je pense qu'il faut le dire, parce que on nous sait que les infirmiers et les infirmières, on en parle avec le Covid, etc., bossent beaucoup, mais on se rend pas compte de ce qui se passe, en fait, tu vois, concrètement. Non. Et puis, il ne faut pas croire que nos heures supplémentaires nous sont payées, quoi. Non, mais ça, je sais bien de le dire, mais voilà. Oui. Je sais pas ce qui se passe actuellement, mais... Je pars pas sur une amélioration, je parie pas sur une amélioration de façon générale. Ouais. Tu as mentionné la chambre d'isolement. Oui. Est-ce que tu veux, parce que ça peut surprendre, qu'il y ait quand même une chambre d'isolement en pavillon ouvert? Parce que parfois, il y a des moments où on ne peut pas faire autrement que d'isoler quelqu'un, avant tout pour le protéger lui-même, et parfois aussi pour protéger les autres. Souvent d'ailleurs pour les deux raisons impliquées, mais il y a des moments où c'est comme ça, quand quelqu'un est vraiment dans un épisode complètement délirant, c'est pas facile, on n'a pas toujours les moyens. Et donc la médication qui peut être lourde, elle permet d'accompagner, d'éviter... Elle peut être lourde, mais elle est de moins en moins lourde, et ça peut paraître paradoxal, mais... il ne faut pas qu'elle soit trop lourde, le but n'est pas d'assommer les gens, c'est normal de faire attention à ce qui est fait. Mais on peut arriver à des extrêmes aussi où les médecins parfois n'osent pas médiquer et laissent les gens comme ça dans des états d'agitation extrême et qui sont aussi extrêmement douloureux pour les personnes et aussi très durs physiquement. Pour les équipes. Oui, aussi. Non, pour le patient. Et pour le patient aussi, ça peut avoir des répercussions somatiques de souffrir ou d'être agité à ce point, dans une telle violence. Voilà. Ce qu'on a appelé au XIXe siècle les forcenés.
Oui, mais Ouais, ça, on voit. je dis que c'est vraiment un mot du 19e, voilà, mais que c'est le des mot moments employé actuellement, paroxystiques. voilà, mais on voit de tels états, et dans ces états-là, la parole, elle passe pas. C'est pas possible. Donc il faut arriver à ce que ça redescende, que la personne soit accessible, et pour pouvoir élaborer autre chose, quoi. Donc il y a un moment, il faut qu'elle arrive à s'apaiser, je vais dire. Enfin, voilà. Et c'est pas simple. Donc c'est vrai que les traitements aident à s'apaiser et à repartir plus vite. Et si les médecins n'osent pas donner un traitement ou le donnent très léger, on peut voir des gens qui vont rester comme ça dans cet état plusieurs heures, enfin plusieurs jours. Et ça, c'est très violent. C'est très difficile aussi. Parce qu'on parle souvent de la C'est violence des compliqué. institutions, mais la violence... La non-violence peut être violente. Enfin, c'est Ouais. très compliqué. Parce que tout est compliqué. tu C'est parlais de vraiment une douleur. notion d'équilibre. Ouais. Voilà. Bon, moi j'ai tendance, mais ça je sais que c'est un biais qu'il faut aussi remettre en question, mais j'ai quand même tendance à voir que la violence que tu envoies, c'est aussi la violence que tu peux avoir reçue. Oui, Mais oui. ça, c'est une autre question. Oui, oui. Mais il y a des moments où les gens sont violents. Mais quand quelqu'un Quelles qu'en ne se soient les maîtrise raisons plus et la légitimité, est en état voilà. paroxystique, comme tu dis, enfin, comme on peut décrire un forcené justement, et ces états existent, hein, quel que soit le nom qu'on leur donne, ils existent. Donc, il fait une bouffée délirante, mais même si on emploie un mot, une bouffée délirante, c'est pas forcément un paroxystique non plus. Enfin, ça veut Mais pas ça dire peut être que verbal, une bouffée délirante. oui, C'est oui, pas ça forcément peut un ne truc pas qui te met aller dans un très état loin sur les physique. conséquences physiques des uns ou des autres, enfin Ouais. du patient ou de ceux qui sont en face, ou des états d'agitation alcoolique aiguë, enfin sous toxique, il peut y avoir des choses. Mais toutes les personnes sous toxiques n'auront pas des états d'agitation aiguë. Mais certaines, oui. Voilà. Et puis, même personne en aura peut-être un moment. On ne peut par pas l'autre, résumer évidemment, avec quoi. un état, un tableau clinique. En fait, là c'est une hypothèse qui me vient, mais d'une certaine façon, l'institution, elle permet de prendre en charge ce qui sort de la norme et ce qui va être de l'exception en le normalisant par la prise en charge et en Oui. allant vers de l'apaisement et de la normalisation. Oui. Alors quand je dis norme, ça m'embête parce que la norme, on sait bien qu'elle est sociale et Oui. en même temps... Au moins apaiser la souffrance. Et il y a un truc que que je t'ai toujours entendu dire, c'est que on voit quel est l'état d'une société à la façon dont elle traite ses malades, Oui. et peut-être même à la façon dont elle va dire que quelqu'un est malade ou ne l'est pas, j'ai envie de te dire. Et là, je suis plus du côté de Canguilhem et de Foucault encore. Mais ça, on le retrouve quand on aborde toute l'histoire de la psychiatrie, de toute façon. Et que les maladies mentales, on sait qu'il y en a toujours eu dans l'histoire, mais que la forme que prennent les maladies mentales est éminemment sociale. Et la disparition de la grande hystérie du XIXe siècle le montre. Oui, tout est vrai. La forme même des maladies. Mais c'est toi qui me l'as dit, alors forcément que tu es d'accord. Voilà, elle évolue en fonction du temps, mais des cultures. Mhm. Parce que toute l'ethnopsychiatrie, c'est quand même extrêmement important. Suivant les cultures, c'est pas du tout la même façon d'exprimer le deuil, enfin, ou plein d'autres choses. Et la prise en charge est évolue aussi, enfin tout évolue en permanence. Et en psychiatrie, c'est très compliqué par rapport à la médecine générale, parce qu'on n'a pas une appendicite avec telle ou telle possibilité, même s'il y a des tableaux cliniques psychiatriques reconnus, mais après il y a des individus et des personnalités, et à chaque fois on a une personne qui est complètement différente. Voilà. Et qui va avoir une façon différente de vivre une maladie qui n'est pas forcément celle d'ailleurs que l'on pensait au départ, qui peut évoluer, le diagnostic peut évoluer, son comportement aussi, il n'y a pas que que la pathologie. Ouais. Oui, ça change beaucoup de choses. Mais oui, c'est très très complexe. Et c'est pour ça que le fait d'avoir une formation quand même longue, où on a abordé beaucoup de choses, aider un peu à comprendre tout ça. Alors que maintenant, c'est pas simple. Les gens arrivent et puis ils savent pas trop. Donc, ou alors ils ont lu un peu de psycho dans les magazines. Voilà. Alors on leur dit, ça je te l'ai dit souvent, hein, moi j'avais été extrêmement choquée par un jeune collègue. Il savait que... Mais non, quand quelqu'un est victime de quelque chose, c'est important qu'elle arrive à en parler, ainsi de suite, que ça fait partie du soin. Alors oui, bien sûr, en parler, mais pas n'importe comment, pas n'importe quand. Ça peut être très violent de parler. Sans violence, voilà.
Et ben lui, comme ça, dans la cour, devant plein de gens, alors en fait, et votre viol et c'est cru thérapeutique. Ouais, non, ça c'est Voilà, ça c'est extrême. faut pas. Hein. Ça, je peux pas dire que je l'ai vu tous les jours, c'est extrême. Et puis après, bon, je pense que le collègue, en discutant, on peut comprendre. Oui, Enfin, mais c'est pas en même temps, que certains puissent agir comme ça, ils sont pas formés, quoi. Voilà. Donc après, alors au début, quand on a perdu notre diplôme, nous, on a beaucoup revendiqué pour ce qu'on voulait, c'est que qu'il y ait un DE finalement et puis une spécialité en psychiatrie. Mais bon, ça n'a jamais été retenu comme solution, sans doute pour des principes d'économie. Il faut peut-être le dire, comme il y a des spécialités en anesthésie, en Absolument. chirurgie, enfin parce que... La psychiatrie est réellement une spécialité de toute façon. Et avec cette étrangeté quand même aussi, toi tu te parlais de la médecine générale, de la psychiatrie à côté, parce que bon, c'est vrai que en France, ou plutôt on va dire plus généralement dans le modèle occidental, on va quand même séparer, on a un peu tendance à séparer les maladies du corps des maladies mentales. Et ça, je pense que c'est pas le cas partout, même si je ne m'y connais pas partout, loin de là. Alors non, on les sépare pas tant que ça en psychiatrie finalement. Voilà. Ben non, mais tu vois, c'est intéressant quoi. C'est intéressant. Parce qu'en psychiatrie, on s'occupe de tout. Et alors, on a aussi des patients qui arrivent et qui n'ont jamais pris soin de leur corps, ou qui arrivent de la rue, ou qui étaient chez eux mais qui n'ont jamais fait attention. Alors, c'est souvent l'occasion, quand quelqu'un arrivait, de prendre des rendez-vous pour en gynécologie, chez le dentiste. Voilà, des fois des patients qui n'étaient jamais allés de leur vie. De faire un check-up justement un peu de tout le corps aussi. Ok. Et avec, voilà. Alors qu'on était en psychiatrie. Tu m'as même parlé, tu vois, tu le disais un peu rapidement en mentionnant le nursing, mais des toilettes, de l'importance des toilettes pour les gens et pour la relation entre le soignant, la soignante, le patient, la patiente. Moi, c'est un moment, c'est un des moments dans le soin que je trouvais vraiment essentiel, quoi, parce que de toute façon, on est très proche, puisqu'on est avec le corps. Et du coup, ça peut permettre beaucoup de choses, alors beaucoup de paroles, mais tout dépend comment on pratique ce nursing, le respect qu'on y met, la dignité qu'on va conférer, le temps qu'on peut s'accorder, enfin voilà. Mais ce nursing de base, ces soins de base, ça permet souvent d'aider la personne à retrouver une dignité, à pouvoir se reconsidérer un peu narcissiquement, enfin voilà. Et on n'en est pas. Ça, c'est essentiel parce qu'on a beaucoup de patients qui l'ont perdu. Et ça, tu parles pas du relooking que propose parfois Pôle emploi, qui peut avoir des intérêts ou pas. Mais ça là, pourrait finir par là. Mais tu parles vraiment plus basique, la base. Quoi, vraiment. Oui, vraiment basique. Oui. Je parle du SDF qu'on reçoit, qui n'a pas été lavé depuis je ne sais combien de temps, auquel on va faire prendre 3 bains. À l'époque, on avait un coiffeur qui venait, on va le raser, ainsi de suite. Trouver des vêtements et puis qui se réinvestit, qui finit par réinvestir son corps, sa personne, ça en fait partie, ça commence par là. C'est la première pierre. Non mais tu vois, c'est un truc donc qu'on schématise peut-être beaucoup trop, faute de connaître et faute aussi de laisser le temps. Oui. Parce que là, donc, on a pas mal parlé des conditions matérielles qui ont changé. Le DSM qui commence, je pense aussi, à avoir une influence, une formation qui a été détruite. On parle souvent néolibéralisme, etc. On n'a pas forcément besoin de sortir des grands mots, mais on a un management aujourd'hui de l'hôpital public, et notamment de la psychiatrie, qui va réduire les soins en nursing. Oui, on n'entend plus que... Et il y a des choses rapides, quoi. Auto-rationaliser, oui. Et là, le truc, c'est que une activité digne, elle n'est pas chronométrée, en fait. Ben non, pas trop. C'est important de pouvoir prendre le temps. Oui. Parce que le temps nécessaire à la personne au moment-là. Après, on sait bien qu'il faut s'occuper de plein de personnes et puis qu'il faut arriver à jongler avec tout ça. D'ailleurs, travailler en psychiatrie, c'est un gros exercice de jonglage et de priorisation permanente. Ben oui, parce que tu peux parler avec quelqu'un, mais en fait, il y a une situation qui peut être violente, qui s'amorce. Toi, tu as fait beaucoup pratiquer le désamorçage. Mais oui. Alors là, je raconte que tu nous as raconté des trucs. Je tiens à signaler que tu nous as jamais donné de nom de patients. Tu as toujours été... je pense que c'est important de le dire quand même, mais
Donc tu as pu parler de situation, voilà, mais où on ne pouvait absolument pas identifier qui que ce soit. De toute façon, tes patients ne les connaissent pas, mais... et que tu l'as jamais fait pour te moquer ou pour dévaloriser. Voilà. Et non seulement je ne l'ai jamais fait, mais je ne le supporterai pas. Enfin, c'est absolument indigne. Mais pour le coup, ouais, mais je l'ai vu faire. Mais ça, c'est indigne. C'est insupportable. Mais que tu as pu voir, tu as pu désamorcer des situations par l'humour, des choses comme ça, c'est quelque chose que tu as beaucoup pratiqué. L'humour, c'était ma meilleure arme. Je ne sais pas si tu veux en parler un peu. Non, il n'y a rien qui me vient à l'esprit, mais oui, l'humour c'est important pour essayer de faire passer les choses, ou parce que faut bien arriver à cadrer, quoi. Mais moi, j'aimais pas cadrer en criant, en imposant. Donc j'essayais d'élaborer et puis et en positivant aussi. Je sais pas, si on a quelque chose à dire à quelqu'un, si on commence en lui disant mais quand même vous êtes vous qui êtes intelligent, vous pouvez comprendre que bon déjà ça peut aider, ça peut être une stratégie ou plein d'autres, enfin voilà. On est en permanence en train de s'adapter puisque toutes les personnes sont différentes et elles sont différentes en nom, mais elles sont différentes aussi en elles-mêmes suivant les moments, donc c'est assez compliqué. Donc c'est vraiment un travail de jonglage, faut ressentir. Moi je ressentais beaucoup des états des personnes, leurs émotions, ça je m'en suis beaucoup servi de mes pas pressentiment mais ressentiment, oui, intuition. Alors c'est peut-être de l'intuition, mais c'est peut-être de la pratique aussi. C'est la connaissance du troisième type de Spinoza, l'intuition, c'est-à-dire c'est celle où tu n'as plus besoin de dérouler ton cours, mais tu sais en un coup d'œil, parce que tu sais tellement. Voilà, faut peut-être le dire comme ça passera mieux. Enfin, je savais pas toujours tout. Non, bien sûr que non, ça rend pas devin. Mais je savais beaucoup de choses en regardant, en observant, en fonction d'une attitude, d'un geste, la rapidité d'un geste, d'une élocution. Ça donne des signes d'un état émotionnel, donc si tu sais lire les signes, Voilà, donc là c'est important quand on se dit tiens, là quelqu'un n'est pas très bien, ou il commence à s'énerver, il va se passer ci, mais ça te donne pas une idée de l'histoire des gens, ça te montre plutôt leur état. Non, mais ça c'est important de le dire, parce qu'il y a ce trope dans les séries de oh là là, tu es psy, tu lis dans mon cerveau, absolument pas. Non, il n'est pas du tout dans le cerveau des gens. Ça, c'est pas le cas. Et il y a, j'ai un peu envie de te dire, la psychiatrie, c'est un domaine qui fait peur, qui peut faire peur quand on y arrive, qui peut faire peur en tant que soignant. Enfin, j'ai l'impression que c'est un sentiment qui tourne beaucoup autour de la psychiatrie. On parle aussi de la psychophobie, on a peur des gens malades. Peut-être que pour les gens malades, ou considérés comme malades, etc., il faut rappeler qu'ils sont bien plus souvent victimes. Ah oui, qu'auteur de violence, oui, etc. Je suis toujours très choquée chaque fois qu'il y a des faits divers, alors très choquée. Il y a un fait divers, il y en a régulièrement, où un patient, en général, il va être schizophrène, a tué quelqu'un dans la rue qu'il ne connaissait pas, et puis voilà. Alors bien sûr, je suis choquée, et bien sûr que c'est terrible et que c'est affreux. Mais on a aussitôt des discours sécuritaires qui disent tout le monde doit être enfermé, et ainsi de suite, et ça, c'est pas possible. Et si on c'est ni possible ni souhaitable. Oui, pour personne. Enfin, voilà. Et de toute façon, ces accidents-là arrivent, mais si on prend le nombre de personnes schizophrènes, c'est à peu près 1% de la population, donc il y en a potentiellement 6 millions. Donc c'est absolument impossible de les enfermer toutes. Et si on regarde le nombre de faits divers ramenés au nombre de patients, mais c'est infiniment peu. Par contre, si on cherche les accidents où des schizophrènes ont été victimes de violences, alors là, c'est excessivement beaucoup. Voilà, mais ça, on en parle beaucoup moins. Alors, je ne veux pas enlever l'importance des tragédies. Les tragédies qui se passent, elles sont vraiment épouvantables. Mais il faut relativiser quand même tout ce discours qu'il y a après aussitôt, qui est très excessif. Et qui est psychophobe, en fait, qui attise la peur. Absolument, oui. La peur des gens, je pense que c'est vraiment un truc oui, absolument. Délétère, collectivement délétère, et évidemment délétère d'abord pour les malades. Absolument. Et cette peur, toi en tant que soignant, est-ce que tu l'as ressenti au début? Est-ce qu'il y a eu des moments où tu as eu peur? Parce que c'est pas toujours facile. La peur des malades, tu veux dire? Alors, la peur même de l'institution, de ce qui t'arrive au-dessus, et des gens qui... Ça peut même être des gens qui donnent des ordres et de dire de faire des choses et qui ne sont pas adaptées, tu vois. D'emblée, on m'a appris certains
petites choses. On me dit ne t'assois jamais le dos au milieu d'une pièce, des choses comme ça. Après, Oui, on on le peut fait avoir automatiquement. une vision Voilà. d'ensemble, des choses comme ça. Quoi. Après, j'ai pas eu peur simplement parce que j'y étais. Après, il y a eu des moments où j'ai eu peur, voilà. Mais j'ai pas. Donc dans les moments paroxystiques, évidemment, Mais c'est voilà. un sentiment normal, mais c'est... Mais après, non. Mais je pense que cette peur, elle peut arriver plus facilement quand on est soignant, mais qu'on n'a pas eu la formation que tu as eue. Certainement. Ça, je dis pas que les gens qui n'ont pas eu la même formation, qui ont quand même eu une formation, l'ont forcément, mais ça reste une chose, tu vois, enfin, le fait d'avoir une formation si longue, etc., permet aussi d'éloigner cette psychophobie qui est sociale, qui est générale, et qui peut même, tu vois, empêcher les gens d'aller vers le diagnostic, d'aller vers le soin, etc., parce qu'ils ont peur d'être malades. Oui. Et on comprend pourquoi, parce que la culture, je sais pas, audiovisuelle, générale, etc., elle donne pas une bonne image. Oui, absolument. De ça. Alors que finalement, toi, tu dirais pas que tout le monde a vocation à aller en hôpital psychiatrique un jour. Mais, si je pourrais presque le dire. Si tu pourrais presque le dire, je te laisse le dire alors. Si. On a une image. Alors le fou, je déteste ce mot. Pour moi, ce sont des personnes, il n'y a pas un fou, c'est vraiment une caricature. Moi, j'ai toujours employé le mot de souffrance, de personnes en souffrance, et puis de mode d'expression. Mais je sais plus ce que je voulais dire. Mais que tout le monde peut aller à l'hôpital. Mais oui, bien sûr que tout le monde peut aller à l'hôpital. Il n'y a pas que des fous comme dans les livres, ou comme on peut imaginer, je vais dire l'idiot du village, c'est pareil. Ça, c'est un type aussi, c'est un cliché, quoi. Ou des gens qui sont en perpétuel accès délirant ou je ne sais quoi. Non. Les malades qu'on a, c'est des gens normaux. Ce sont des gens normaux, l'essentiel des malades qu'on a, enfin tous d'ailleurs. Et puis il y a un moment, il leur arrive quelque chose, et puis voilà, et puis ils basculent dans un trouble anxieux, dans une dépression, dans l'alcoolisme, voilà, mais ce sont des gens normaux. Et après ils basculent un peu, une fois, un petit moment, où ça se répète plein de fois, où ils s'y installent, enfin voilà, tout est possible aussi dans les chemins. Et quand tu dis souffrance, tu ramènes pas tout non plus au trauma, quoi. C'est quelque chose de plus large, la souffrance. Alors la notion de trauma, on n'y pensait pas en tant que tel. Ouais, non, mais pas ça, c'est un truc super contemporain, donc... Oui, on n'y pensait pas en tant que tel. En revanche, il est évident que on a souvent fait des liens avec des enfants qui ont pu être violentés sexuellement, ou comme ça, enfin oui. Mais on n'employait pas ce mot trauma, enfin voilà. Donc ça c'est quelque chose d'assez... Oui. Parce que bon, t'as du trauma chez Freud, mais finalement, l'omniprésence du trauma, ça vient quand même pas mal de Muriel Salmona, mais ça reste assez récent dans les discours actuels. Après, l'histoire, on disait pas trauma, mais après on parlait plus sur l'histoire familiale et des fois sur plusieurs générations. Enfin voilà, puisqu'on disait qu'il fallait des fois d'autres générations pour faire sortir un inceste, parfois. Oui. Ou un secret de famille, qui n'est pas forcément un inceste, mais ça... oui. Mais ça, il y a une donc psychogénéalogie. ça on le savait, mais c'était pas vu en tant que tel. Enfin, en tant que tel. Comme on en parle, comme on l'isole maintenant. Mais j'ai l'impression que tu as une vision assez holiste, assez complète. Tu vois, que la maladie, c'est pas une identité. C'est pas, ça peut être un moment, moment qui dure la vie aussi. Oui. Mais, bon, que les normes des classifications, elles t'ont permis d'aider à voir comment... ça aide à comprendre. Voilà, comprendre les patients, comment... j'allais dire relationner avec eux, même si ce mot n'est pas très joli, mais interagir, comment essayer d'accompagner. Parce qu'évidemment, qu'il y a des différences. En plus, toi, tu as quand même été souvent en pavillon d'admission, donc avec des gens très différents en même temps et ensemble. Absolument, oui. Et il faut arriver à communiquer avec chacun et faire aussi que le groupe fonctionne. Ouais. Sans être animatrice de colo, quoi, mais il y a quand même un groupe, même à l'HP, comme on dit, il y a un groupe qui se met en place, quoi.
Oui. et qui évolue selon les gens. Mais de donc toute façon, alors, la notion de groupe, il y a forcément un groupe. Si tu as 25 personnes, c'est un groupe. ça devient un groupe. Voilà. Ça ne veut pas dire que c'est un groupe d'amis. Hein. Ah non. Après, dans le groupe, il va y avoir des sous-groupes. Et parce qu'il se ça passe à peut l'hôpital bouger, psy mais, par rapport à l'hôpital général, c'est que tu sors plus de ta chambre quand même, j'ai l'impression. Ah ben on n'y est jamais, même quasiment. Enfin, Tu vois, faut peut-être le dire ça en fait. Non mais tu sais, quand je te dis des trucs concrets, ça c'est... dépend où, mais par exemple, les repas, ça se passe en salle commune. Ouais. Donc les patients se mettent à table, un peu, enfin moi dans ce que j'ai connu, c'était un peu par affinité. Quoi. Voilà, C'est eux qui choisissent leur place, c'est pas vous qui les placez. Quoi. Oui. Enfin, sauf s'il y a une raison, je sais pas. Moi, Non, mais bon. la norme, enfin Oui. l'habitude. Je devrais dire l'habitude au lieu de dire la norme en leur fait. Hein. place. Et c'était d'ailleurs une assez bonne aide diagnostique. qui s'assoit avec qui? Oui. Parce que c'est assez curieux, ils reconstituaient un peu des tables de pathologie très souvent, pas obligatoirement, hein, mais ça peut arriver. Tu sais, bon là je suis en train de reprendre la thèse et je suis dans la partie sur les classifications chez Renan, le nominalisme, donc toi, est-ce que les catégories, donc lui c'est sur le vivant, tu vois, le fait qu'il y ait des espèces, est-ce que c'est nous qui voyons des catégories et qui différencions l'éléphant de l'autruche, ou est-ce que la nature elle-même différencie, tu vois? Et quand tu dis la nature, tu parles déjà d'un truc qui n'existe pas. Ben oui. Mais là, bon, voilà, que les pathologies elles soient finalement traitées par le DSM-5 ou par d'autres non, tu vois, bah tu les retrouves quand même, quoi. Mais oui. Parce qu'il y a des modes d'être au monde Oui, absolument. qui vont expliquer ces affinités. C'est pas qu'une question de désigner, quoi. C'est pas la toute-puissance du soignant ou du classificateur. Ça me fait rire parce que je pense à un patient qui disait mais moi j'aime bien aller, enfin pour dire qu'il n'y avait pas que moi, enfin il n'y a pas que moi qui ai pu remarquer que les gens s'assemblaient un peu par pathologie, parce que lui, par contre lui, il parlait fort et tout ça. Moi j'aime bien aller manger avec les dépressifs parce qu'au moins j'en ai beaucoup, quoi, voilà. Et personne lui disait un tel est dépressif ou un tel est ci ou un tel est ça, mais il avait bien remarqué qu'il y avait des tables qui devaient sembler moins gaies, mais où pour le coup, il y avait de la place. Les barquettes, non, surtout qu'il y avait de la quantité à manger. Il voulait de la bouffe. Moi, j'aime bien aller manger avec les dépressifs parce qu'au moins, j'ai double ou triple dose, je mange, j'ai de quoi manger, quoi. Mais de toute façon, il peut bien y avoir des mécanismes de domination en plus à l'intérieur de ce groupe. Alors, c'était pas de la domination. Non, là, il récupérait, c'est encore autre chose. Voilà. Il n'extorquait pas, c'était pas du racket, quoi. Voilà, absolument pas. Mais il avait repéré qu'ils avaient peu d'appétit. Et donc lui, ça lui allait bien. Ouais, et puis il disait dépressif sans se poser la question, quoi. Oui. Ça, c'est... Non, mais tu vois, c'est des trucs qui appartiennent, je pense, au pittoresque de l'hôpital psy, mais qui sont pas tellement dits, ou alors dans des littératures un peu spécialisées. Bon, toi, tu as beaucoup lu sur la psychiatrie. Là, on parle vraiment de ton expérience. Oui, mais c'est compliqué, une expérience sur 37 ans, dans des unités différentes. Voilà. Est-ce qu'il y a une question que tu aurais aimé que je te pose? Non. Voilà. On en reste là? Oui, absolument. J'espère que ça vous a intéressé. Je vous dis à bientôt. Voilà.